la nuit du 7 septembre. Et dans cette chaîne, dans cette thématique autour de la politique, dans toute sa diversité et dans toute sa multiformicité, la politique est évidemment tout ce qui est en rapport avec la gestion de la cité, en rapport avec les diverses euh, comment dire, positions et projets et visions de ceux qui vivent dans la cité. Parmi donc les concepts qui sont quelquefois utilisés, mais qui peuvent très bien se retrouver un peu, non pas en déshérence, mais un peu oubliés. Et la notion de l'idiot utile. Je ne sais pas, je ne me rappelle plus à quel moment s'est apparu ce concept, mais je pense peut-être que c'est Lénine qui l'a utilisé le premier, ou peut-être Marx, ou peut-être Engels, je ne sais plus. En tout cas, quelqu'un, j'allais dire, quelqu'un d'important l'a utilisé pour la première fois. Un conceptualisateur l'a conceptualisé. Et donc, fondamentalement, on se retrouve avec le duo utile, qui est très intéressant parce qu'il est souple. Il peut s'utiliser dans un sens comme dans l'autre, pour ou contre. Euh, pourquoi l'idée pourquoi le concept est apparu est revenu dans ma mémoire ou sur ma langue, c'est parce que j'ai lu un article consacré à une personne qui s'appelle Zineb El Razoui, et qui se trouve être connue parce qu'elle a été parce qu'elle a subi l'attaque sur Charlie Hebdo, et donc elle en a réchappé, et depuis évidemment elle mène un combat contre un courant politique et on peut dire insurrectionnel, et courant évidemment qui, n'est, qui est sûrement pas facile à réduire à une organisation. C'est un courant un peu à plusieurs qui peut s'incarner dans plusieurs organisations et mouvements. Le, le problème avec l'idiot utile, c'est que quand l'extrême droite l'utilise, ou la fachosphère, par exemple, c'est que en fait, pour quelque part, non pas pour donner une sorte de brevet de francité à la personne qui est traitée ainsi, mais c'est pour dire que de toute façon, pour uniquement pour avancer un autre argument contre. On a un appui, on a un soutien. Ce soutien vient d'une personne qui est d'abord qui est membre de la partie qu'on essaie de on essaie d'éradiquer. Malgré tout, on l'utilise un peu tactiquement. Ce n'est pas une stratégie, ce n'est que de la tactique. La stratégie, c'est de ne pas se laisser envahir justement par la partie adverse. Parce que de toutes les façons, si on lui permet de venir sur notre terrain, elle pourrait, malgré tout, elle pourrait finir par, peut-être par polluer, par mettre son grain et quelque part un peu dénaturer le combat. C'est un combat contre l'étranger. Cet étranger a une tête d'étranger, a
une nuance de peau d'étranger, a un nom d'étranger, et quel qu'il soit, quelle que soit sa position, quelle que soit sa francité, son degré de francité, il reste un étranger. Donc, dans une sorte de vision puritaniste ou purifiante de la société, il faut éloigner tout ce qui risque un peu de porter atteinte à la pureté et à l'essence même du français pur. Donc, à l'étranger, raison de plus, un étranger qui porte un nom, malgré tout, Zineb, qui est déjà un nom assez particulier. Et pour les chiites, c'est un nom qui veut dire quelque chose. Les chiites ont combattu en Syrie contre les insurgés sunnites pour, disent-ils, protéger le mausolée de Zineb. Zineb est, je pense que c'est une fille du prophète, donc elle a un statut, elle fait partie de la famille du prophète, et donc, comme les chiites se réclament de la maison du prophète, et quelque part pour eux, il y a là quelque chose d'important, un combat sacré. Donc elle porte un prénom qui est dans le milieu sunnite, n'a pas beaucoup de signification, mais dans le milieu chiite, il est hautement significatif et hautement, j'allais dire, hautement désignatif. Ça désigne qui l'on est. On peut porter le prénom de Fatima, de Zineb, de Ali, de Hassan, de Hussein, jamais le nom de Omar, et jamais le nom de Uthman, et jamais encore moins le nom de Aïcha, qui est donc l'épouse du prophète, mais qui est insultée et vouée aux gémonies à longueur de prière chez les chiites. Alors, voilà, donc quelque part, le nom, il n'a rien à faire en France. Il ne dit rien en français. Après, Al-Razoui, déjà le mot, dans le mot Razoui, Al-Razoui, il y a Razoua. Il y a Razoua, c'est-à-dire une sorte d'attaque guerrière, une sorte d'attaque, voilà. Et c'est d'où il y a un nom qui est devenu il y a le mot réseau, qui est là aussi une déclinaison de ce mot originel. Et puis après, il y a j'ai oublié le terme. Il y a un autre terme que j'ai un peu égaré pour le moment. Donc, en tout cas, pour les musulmans, le Ghazwa, ça réfère à des batailles qui font partie des batailles majeures de l'histoire du début de l'islam. Ghazwat Uhud, Ghazwat Badr, et donc le Ghazwi, je ne sais pas, en tout cas c'est porte. On dit Al-Ghazi, c'est celui qui, je pense qu'il y a un homme important qui a porté ce nom, peut-être un empereur ou un calife ottoman. Al-Ghazi, c'est aussi un titre que peut porter un souverain. C'est celui qui a fait acte qui a attaqué, qui est allé envahir. Mais cela est considéré comme un acte élogieux et non pas aller attaquer. Celui qui attaque, qui va conquérir, le conquérant, voilà le terme. Donc il y a le mot conquête dans son nom de famille, si j'ai bien saisi la chose. En tout cas, je peux me tromper, ce n'est pas ce qui est de plus important. C'est que fondamentalement, elle dit qu'elle a changé, qu'elle a donné un nom français. Encore faut-il savoir ce que c'est qu'un prénom français à sa fille pour qu'elle s'intègre. Donc elle parle de l'impossibilité d'intégration, de manque de désir ou de volonté d'intégration chez les gens d'ascendance immigrée, et aussi sur l'octroi
trop facile, trop aisé de la citoyenneté française à des gens qui, donc voilà, en complète, qui ne la mériteraient pas, qui devraient peut-être un peu montrer un peu plus d'engagement, j'allais dire français pour à la place de républicain, je dirais français, parce que là il ne s'agit pas de la République, il s'agit de la France. Ce n'est pas la même chose. La République et la France, ce n'est pas la même histoire et ce n'est pas la même approche de l'histoire française. Donc du combat politique. Quand on dit l'État français, c'est déjà un peu particulier. L'État français, c'est l'État de Vichy, c'est l'État un peu pas très, c'est pas en odeur de sainteté. Quand on dit la République française, c'est beaucoup plus dans une histoire un peu mythifiée, mais un peu valorisée, bien sûr, la Révolution française, la révolte du peuple contre contre le despotisme et le pouvoir absolu et monarchique, etc. Et voilà, donc un début d'émancipation du peuple et un début du gouvernement de peuple par le peuple, et, représenté par, évidemment, par ses élus, donc évidemment par un mode par un choix électif, et voilà comment on le sait. Donc le problème est que quand on met le pied, donc je me rappelle, il y a quelqu'un qui a disparu de l'actualité, j'allais dire immédiate, quelqu'un qui était enseignant d'islam, civilisation islamique ou des choses comme ça, et qui porte un nom de Stéphane, un prénom de Stéphane, et avec un nom qui a été francisé. D'ailleurs, je viens d'apprendre que Cabrel que je connaissais depuis que je suis arrivé en France. À l'époque, c'était le début de sa gloire. Et Cabrel, j'ai connu une fille qui est d'origine italienne et dont les parents étaient originaires de Frioul et qui étaient très racistes. Donc voilà, les Italiens racistes, alors qu'ils sont des macaronis, racistes en France. Bien sûr, tout ça est logique. Mais Cabrelli est devenu Cabrel. Voilà, je ne savais pas. En tout cas, pour moi, comme il avait l'accent du sud-ouest, pour moi c'était un sud-ouestien et rien d'autre. Et pourtant, il est originaire du Frioul et il est donc d'origine italienne, quoique, bien sûr, le Frioul c'est l'Italie, mais c'est aussi une région à part, une langue aussi, en tout cas, peut-être un dialecte. Le Frioul, d'après mes souvenirs, c'est un pays sur l'Italie et l'Autriche. Je peux avoir oublié, mais bon, c'est ce que j'ai gardé de mon long compagnonnage avec cette fille d'origine italienne dont les parents étaient racistes, ne supportaient pas les Arabes. Voilà, l'histoire, c'est que fondamentalement, pourquoi je parle de cela, je disais donc ce professeur d'université qui était présent sur les plateaux de télé, etc., la fachosphère tenait absolument à ce qu'on n'oublie pas son origine. Il avait francisé son nom, il disait voilà, son nom d'origine, et je ne sais pas s'ils avaient aussi son prénom. Donc voilà, exactement comme quelqu'un, comme si on était dans un moment où on préparait les fiches, un peu, un mouvement pré, pré-solution finale, et quelque part il ne faut pas oublier, il faut pas qu'on oublie qu'il y a des gens qui font partie du corps français mais qui ne le sont pas et qui en fait trichent, ils changent leur nom pour qu'on les remarque plus, et il ne faut pas oublier qui ils sont. Donc il faut garder cela quelque part bien présent, que ces gens-là, ce sont des étrangers, même s'ils ont un prénom. Voilà, l'étranger, ça se voit, ça se sent, ça s'entend. C'est pas comme nous, c'est pas un être ordinaire. Non, un étranger, ça vient pas
parce qu'il nous aime, ça vient pour ses propres raisons. Un étranger, quel qu'il soit, quel que soit le degré de, comment dire, de sa, quel que soit l'amour qu'il puisse porter à la patrie, quel que soit son, ses convictions et sa sincérité, il reste un étranger. L'idiot utile, c'est celui, voilà, donc il ne faut pas oublier le concept. L'idiot utile, c'est celui qui concourt justement à dénoncer l'étranger. Et je ne sais pas, par exemple, on va voir un service de renseignement va plutôt utiliser quelqu'un qui ressemble au groupe visé. Donc il ne va pas utiliser. Donc finalement, on va dire, c'est celui-là qui aura accès aux informations dont on a besoin parce qu'il ne se fait pas remarquer. Il est comme les membres du groupe qu'on cherche à neutraliser. Quelque part, la personne qui sait réellement ce qui se passe, parce qu'elle comprend la langue, parce qu'elle sait quand il s'agit du double langage ou du triple langage, quand il s'agit de posture, elle sait à quel point les étrangers sont retors, sont traîtres, sont faux. Elle sait. Elle sait parce qu'elle fait partie de ces étrangers. Donc, tant mieux. Elle nous renforce dans notre conviction et dans notre combat. Mais elle, on va quand même la faire partir. Elle et sa progéniture, jusqu'à la 3e, 4e, 5e, 6e génération. Je ne sais pas. Il faut peut-être, on donnera leur chance à ceux qui sont là depuis 10, 15 générations. On pourra estimer comme ça qu'ils se sont vraiment dilués dans le tissu français, que là, bon, c'est bon. Mais il faut faire attention. Les Africains du Nord, c'est vraiment la chose, un peu la lèpre, un peu la chose dont il faut vraiment se méfier. Ça avance tout doucement. Les signes cliniques de la corruption ne sont pas toujours très, très visibles. Ils sont des corrupteurs du corps français. Ils sont une menace essentielle, existentielle. Voilà, donc j'arrête là, parce que là, moi aussi, je commence à faire dans l'idiot utile. Et donc, l'idiot utile, pour celui qui, gratuitement, va offrir ses services à l'ennemi. Il y a on peut avoir plusieurs types d'ennemis. On peut avoir un ennemi qui est là, parce qu'il nous a touchés personnellement, et donc c'est devenu un ennemi très présent. Mais on peut avoir un ennemi, j'allais dire, qui lui ne disparaîtra pas. L'ennemi qui nous a touchés est un ennemi de passage. C'est vrai qu'il nous a fait très mal, mais il va disparaître. Tandis que l'ennemi, j'allais dire, l'ennemi durable, c'est l'extrême droite, c'est le sous-chien, c'est celui qui se réfère à une mythologie, à un roman, à une histoire excluante, et qui ne veut pas partager cette histoire ni ce territoire. Il est excluant et il est exclusif. Donc il ne faut pas se tromper, bien entendu. Je pourrais, moi, par rapport à la vie que je mène, ou par rapport à ce que j'ai traversé, je pourrais commencer. Non, je ne tomberai pas dans le travers facile de considérer l'être humain dans son intégralité comme... non, il faut savoir faire la différence entre ce qui est finalement quelque chose d'un peu difficile, parce que c'est, j'allais dire, de l'ordre de la contingence, puis après il y a autre chose, il y a quelque chose de plus fondamental, et il y a donc l'ennemi, cet ennemi,
qui, cherche à... qui ne vous autorise aucune légitimité. Votre présence n'est pas légitime. Faut-il le rappeler? Voilà, il instruit, pas construit, il instruit permanence des projets des projets en légitimité. Il délégitime en permanence les gens, tout le monde, tous les gens qui ne lui plaisent pas. Après, on pourrait toujours inverser, donc il pourrait. Donc l'idiot utile, c'est celui qui, par exemple, je ne sais pas, l'antiraciste, c'est l'idiot utile qui sert les intérêts j'allais dire, on pourrait dire, voilà, des islamistes, des machins, etc. Sans le savoir. L'idiot utile, c'est celui, en fait, il est idiot, il ne le sait pas. Il s'en rend pas compte, il fait quelque part, il travaille contre lui-même sans le savoir. Et c'est celui qui dénoncerait un peu sa famille, quelque part, alors qu'en fait, logiquement, normalement, on doit protéger le membre de sa famille qui viendrait dénoncer spontanément sa famille en disant, voilà, mon père fait cela, ma mère fait cela, mon grand frère, ma soeur, etc. Voilà. Oui, voilà, une dénonciation aux impôts, voilà. Voilà, il dit voilà, moi je suis même à celui-là il le fait beaucoup plus de façon beaucoup plus réfléchie. Il va dire ah, voilà, moi je considère que exactement, on est tous des citoyens, égalité, etc. On doit contribuer au budget de la nation. J'ai un père ou j'ai un frère ou j'ai une sœur qui triche, qui fraude. Alors je vais les dénoncer par esprit de justice. Non. Ça ne se fait pas. Il y a des degrés. D'ailleurs, même, je veux dire, celui qui dénonce, la dénonciation en tant que principe est quelque chose de honni. On ne peut pas dénoncer. Et nous avons, en l'histoire de France récente, les délateurs. Voilà, on en a suffisamment souffert de ces gens-là. Je dis on, je m'inclus là-dedans. Souffert de ces gens-là, qui avaient des intérêts, certains délateurs, certains dénonciateurs avaient des intérêts, donc ils voulaient, évidemment, comme nous avons un devoir de vigilance par rapport à l'histoire contemporaine, il faut que cette vigilance soit généralisée. Alors après, le duo utile, je pourrais finir en parlant de ce que font certaines personnes dites arabes, par rapport à Israël. Israël qui est, sans vraiment chercher à rentrer dans le détail, mais qui finalement, on ne comprend pas. On ne comprend pas quelque part ce qui se passe dans ce pays-là, dans un pays qui vit sur un mythe. Ah, évidemment, il n'est pas le seul qui vit sur un mythe, et sur cette base-là, essaye de prendre la place d'autres gens. Quand on voit l'exiguïté du territoire, on comprend. Il ne faut jamais oublier, bien sûr c'est valable aussi pour le Liban, mais il ne faut jamais oublier qu'Israël, les territoires palestiniens, etc., c'est vraiment très 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 petit. C'est petit comme territoire. Je ne sais pas, ça aurait été beaucoup plus, j'en sais rien. Moi, il y a eu un moment, des gens qui ont, je ne sais pas comment dire, qui ont eu envie d'installer le peuple juif, en tout cas en Ouganda, etc. On aurait pu emporter, je ne sais pas, et emporter Jérusalem, aller la reconstruire quelque part. Porter les monuments de chacun et aller les construire, je ne sais pas, comment on appelle, le Saint-Sépulcre quelque part, etc., etc., les monuments chrétiens, les monuments sacrés chrétiens, les monuments musulmans, etc. Parce que vraiment, on a un territoire exigu. À ce territoire, le problème, c'est l'ajout de population par l'immigration, etc., etc., même si quelque part, tout le monde ne va pas s'installer en Israël parce qu'il y a des conditions particulières, il y a une vie économique peut-être pas très, très facile, et puis il y a
il y a une culture à part, il y a une pression sociale de la part d'un certain nombre d'organisations et de courants de pensée. Donc finalement, en tout cas, les Arabes qui disent, ils oublient que fondamentalement, leur concours ou le rôle qu'ils jouent d'idiot utile je ne sais pas s'il faut appeler ça le sionisme. Alors c'est quoi le sionisme laïque, le sionisme religieux, c'est quoi? On va dire, c'est pas le sionisme n'est pas spécialement, d'après ce que j'en ai retenu, n'est pas un mouvement religieux, c'est un mouvement national, socialiste, évidemment un peu communiste, un peu scoutiste, un peu volontariste, un peu société nouvelle, égalité des tâches, etc. Une sorte de communisme parfait ou quelque chose dans ce genre. Après, que les gens qui ont remplacé les volontaires comment on les appelle, déjà ces groupes, ces fermes, les kibbutz, c'est peut-être maintenant un autre type d'idéologie, c'est plus religieux sur la base de revendications ou de... En tout cas, le problème des gens qui jouent les idiots utiles, qui renforcent un peu cette tendance-là, je ne vois pas ce qu'ils apportent. L'État d'Israël n'en a pas besoin, pas vraiment, parce qu'il n'a pas besoin. Il les utilise, bien entendu, il les utilise, il les remercie, il les montre. Mais après, c'est tout. Le drame qui se noue là-bas, comment dire, est un drame qui ne cesse de s'amplifier et de devenir de plus en plus. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que ça va donner? Je n'en sais rien. Pour l'instant, il semble y avoir un contrôle, mais qu'est-ce que ça va donner une fois? Voilà, je me rappelle, moi, de cette histoire d'un courant trotskiste qui était pour un seul État. Et on va vers un seul État, ça c'est clair, un État morcelé, bien sûr, séparé. Voilà, pas un développement séparé, mais pas comme dans l'Afrique du Sud d'apartheid, mais quelque chose qui ressemblerait à, je ne sais pas, qu'est-ce que ça va donner dans quelques décennies ou dans quelques siècles, cette histoire. Obligatoirement, dans les faits, il y a des gens qui ont peut-être intérêt à l'émergence d'un État parce que ça leur plaît, j'en sais rien, d'avoir un poste de président, premier ministre, etc. Mais fondamentalement, les choses comme elles semblent s'orienter, il va y avoir de facto l'émergence d'un seul État. Après, ça va être juste le moment, il sera un jour, il faudra l'acter. Bien sûr, cet État, s'il devient un État israélo-palestinien sans emporter le nom, va devenir un État fort, parce que, évidemment, il pourra, quelque part, c'est un État dont il faudra se méfier, parce qu'il pourra être un État fort, donc, et il aura toute la légitimité pour s'imposer aux autres. J'en sais rien. Donc voilà, ce rôle de l'idiot utile, j'ai essayé un peu de l'élargir au Proche-Orient et à tous ces Arabes qui disent, voilà, à un moment donné, bien sûr qu'on a grandi un peu dans un positionnement hostile à Israël, il est normal que ce positionnement s'affaiblisse et quelque part, je me rappelle que j'ai grandi dans la résolution 242. Et voilà, j'ai lu hier que Greenwald, qui vient de démissionner, a essayé un peu de revenir sur toutes les résolutions des Nations Unies depuis 1967, ces résolutions que les États-Unis d'Amérique avaient votées. Voilà un peu la chose qui quand même signalait que cette
incursion, je ne sais pas comment l'appeler, cette présence dans la politique. Et le fait de dire des choses, moi et d'autres. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont dites, par-ci, par-là. Beaucoup de gens en parlent, beaucoup de gens apprennent des choses, lisent, entendent, écoutent. C'est une période, quelque part, qui ne ressemble à aucune autre. Une période dans laquelle on emmagasine énormément de choses. Moi, je suis né avec la télévision, avec la radio, et j'ai vécu avec la radio pendant très longtemps. J'avais pas la télévision, j'avais que la radio, et c'est vrai que je consommais de la radio en permanence. Après, évidemment, maintenant, c'est la radio, la télévision, l'internet, tout ensemble. Et ça fait beaucoup de choses. Alors, prendre la parole, c'est aussi, à un moment donné, redonner un peu de ce qu'on a emmagasiné, un peu le sortir comme ça à la lumière. On a trop de choses en nous, à l'intérieur, et on veut que ça s'entende. Alors, c'est bien dit ou mal dit, c'est pas important. En tout cas, l'idée de l'idiot utile, peut-être de l'impérialisme. Tellement, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas prononcé ce nom. Je l'ai peut-être pas entendu, ça fait tellement longtemps. J'entends le capitalisme, la critique du capitalisme, capitalisme financier, mais le mot impérialisme, cela fait longtemps. C'est marrant d'ailleurs, impérialisme, évidemment je pense que c'est un rapport aussi avec le côté, l'empire, l'empire, le fait, l'extension, un peu le côté extension, pas à l'infini, mais grande extension d'un pouvoir politique ou d'un pouvoir économique. Et c'est voilà l'impérialisme, l'idiot utile de l'impérialisme, justifier un peu quelque chose contre son camp. On peut être aliéné au point d'oublier qu'on fait partie d'un camp et non pas d'un camp, et qu'on doit rester fidèle à son camp d'origine et à son camp quelque part, et à sa classe aussi, à sa classe, son camp, sa classe, c'est la même chose, et qu'il ne faut pas que de toutes les façons l'ennemi, il faut l'appeler ainsi, on peut l'appeler aussi adversaire, mais l'ennemi c'est beaucoup plus clair. Un ennemi, ce n'est pas un adversaire, c'est un ennemi, quelqu'un qui cherche à vous détruire, qui vous délégitime totalement, c'est un ennemi. Si vous êtes un peu dans une sorte de temporisation, eh ben, vous risquez de le payer cher. Les Juifs l'ont payé très cher. Je me rappelle cette histoire, je ne ris pas, loin de là, c'est parce que j'ai entendu quelque chose en rapport avec Staline, avec l'attaque Barbarossa contre l'Union soviétique, que finalement ça avait été dit que Staline et son entourage avaient plutôt une lecture idéologique du nazisme, et ils ne pensaient pas que le nazisme allait attaquer l'URSS, parce que fondamentalement il en avait besoin. L'URSS lui fournissait pétrole et autres denrées dont il avait besoin, donc il n'avait pas. Mais ils auraient pu très bien penser que ils voulaient quelque chose que vous fournissez. En plus, c'était fourni à des prix assez bas. Mais il y avait dans le projet national-socialiste, la volonté de s'étendre à l'Est. Donc il y avait quelque chose contre les Juifs qui était dit dans la propagande, dans les écrits politiques des nationaux-socialistes. N'importe quel Juif qu'il aurait lu de façon vraiment très lu de façon profonde, il aurait lu et relu,
aurait compris qu'il y avait là un danger. Aujourd'hui, il y a une littérature anti-arabe, anti-africaine, anti-africaine du Nord, etc. Elle est là claire, elle affirme son, elle affirme son orientation et les combats qu'elle entend mener. On ne peut pas l'appeler adversaire politique, c'est un ennemi qui se prépare. Pourra, s'il a l'occasion, il va agir. Bien entendu, la situation des années 30 ou des années 20 et 30 ne ressemble pas à la situation actuelle. Bien sûr, les choses sont beaucoup plus, peut-être complexes, mais en tout cas, les choses, si quelqu'un qui peut un peu revenir en arrière sur l'état de l'Allemagne après la guerre, après l'armistice, et le congrès de Versailles, etc., qui verrait un peu l'état des forces, etc., pour dire jamais le national-socialiste n'aurait pu, fondamentalement, parce qu'il y avait des groupes communistes notamment, qui étaient aussi forts, peut-être plus forts à un moment donné, qui avaient leurs milices, leurs syndicats, il y avait assez de force pour pouvoir. Et bien, fondamentalement, quand on voit, par exemple, les forces actuelles, l'état des forces de ce qu'on appelle la gauche, et alors là, c'est plus facile. Hein. La situation est beaucoup plus facile. L'ennemi est totalement affaibli et dispersé. Voilà, les communistes allemands ont fait preuve peut-être je sais pas, ont fait preuve ont manqué là encore une fois de clairvoyance, ont manqué de vision. Et finalement, ils l'ont payé cher. Voilà, tout cela est donc l'idiot utile. Comment traiter de ce concept de l'idiot utile qu'on peut utiliser dans plein de situations qui ne peut avoir un usage autre que l'usage politique. L'idiot utile, c'est quelqu'un qui fait preuve un peu d'une sorte de rationalisme. Il n'est pas rationnel, ou alors il a une rationalité un peu corrompue, et qui mélange un peu les choses, qui se trompe se trompe d'ennemi, qui peut oublier, qui peut un peu croire à un moment donné que sans qu'il peut trouver du réconfort ou du soutien auprès de son ennemi parce qu'il va lui fournir les preuves de quelque part toutes les preuves de sa bonne foi et de sa sincérité et qu'il va lui apporter sur comment dire un peu il va lui offrir quelque chose. Voilà, je viens, moi je suis prêt à collaborer, à travailler avec vous pour vous montrer, pour vous faciliter la tâche de la destruction de votre ennemi, qui est mon ennemi aussi. Et que cet ennemi, c'est vrai que on pourrait penser que moi aussi, vu mon apparence, je peux faire un peu penser à l'ennemi, mais il faut pas. Mais moi, en fait, j'ai changé, j'ai beaucoup changé, j'ai muté. Et donc, évidemment, s'il y avait moyen, comme les gens qui se décolorent la peau, comment dire, qui s'éclaircissent la peau, voilà, s'il y avait un moyen, je ne sais pas, je pourrais faire une chirurgie esthétique, une modification de la voix, tout ce qu'il faut pour pouvoir parler avec un accent français. Et pour parler, parmi évidemment la multitude des accents, je choisirais, je ne sais pas, allez, le breton, tiens. J'aurais un accent très, très comme il faut. Et j'aurais aussi la couleur des yeux, s'il le faut, tout. Je suis prêt à me transformer. Je suis prêt à me nier
à me défaire de ce que j'ai été. Voilà un peu il peut y avoir plusieurs types d'idiots utiles. Bien sûr, il peut y avoir plus, on pourrait enlever le mot idiot, on pourrait utiliser il y a un traître par la passe, du traître nécessaire, du traître, je veux dire, souhaité, du traître ardemment attendu. Un traître qui ne demande rien, qui vient offrir ses services gratuitement. Et il faut faire attention à ce qu'on dit, aux positions qu'on prend. Bien sûr, on peut avoir une voix, comment dire, sa propre voix, on peut dire ça compte pas, je suis parti. Mais une voix, ajouter à une autre voix, etc., ça renforce un courant de pensée. Et le travail long, etc., finit toujours par payer. Le travail de conviction, le travail comment dire, le travail de transformation, le travail de sape, le travail de tout en profondeur. J'ai oublié le terme, un terme qui aurait été plus explicite, je l'ai oublié. Quelqu'un qui peut vous aider. À partir du moment où l'ennemi, ou un de ceux qui font partie du groupe ennemi vient quelque part vous dire que vous avez raison, donc ça renforce évidemment ça vous renforce intérieurement et ça légitime encore plus votre combat. Le combat devient un combat presque sacré, un combat qui est absous, et un combat les dernières réserves peuvent être enlevées. C'est le combat, le seul combat qui vaille d'être mené. Je n'ai pas lu Éloge des frontières. Je sais qu'il y a des gens, là aussi, Debré, qui a l'histoire qu'on connaît, et qui finit par écrire un ouvrage qui s'intitule Éloge des frontières. On peut arriver à cela. Moi, si j'avais quelque chose à dire, oui, je dirais jamais je penserais faire un éloge des frontières. Bien entendu, les frontières, ce n'est qu'une vision très, très particulière. Les frontières, bien sûr, il y a des frontières extérieures, mais il y a aussi des frontières intérieures. Il y a des frontières. Ce que je vis, les frontières, c'est une... Comment dire? C'est pas parce qu'on va abattre des frontières qu'il n'y aura pas. Il y aura toujours des frontières. Des frontières qui s'opèrent de façon... parce que il y a comme ça des sortes de lourdeurs, des sortes de choses qui cheminent en profondeur qu'on ne peut pas changer du jour au lendemain. On efface une frontière et là on apparaît une autre. Alors, éloge des frontières, c'est dans l'idée de séparer, d'empêcher la circulation. Voilà comment je peux comprendre l'idée. Mais finalement, la circulation se fait. Et cette idée, par exemple, simplement pour rappeler à ceux qui sont trop français, c'est que comment les Suisses voient les travailleurs frontaliers français, comment ils les déconsidèrent. Il existe un pays qui s'appelle la Suisse. Il existe une frontière. Il y a obligatoirement des gens qui habitent de deux côtés de la frontière. Et il se trouve qu'il y a des gens, des Français, qui vont travailler en Suisse, mais qui n'habitent pas en Suisse. Et ils sont mal vus. Parce que peut-être, etc., je n'en sais rien. Ils font plus d'économies que les Suisses, parce que l'immobilier est moins cher du côté français que du côté suisse, parce que j'en sais rien, parce que... En tout cas,
il y a les frontières, mais les frontières ne sont pas toujours, ne sont jamais un lieu de fermeture. Il y a toujours des circulations. On va dire qu'il y a comment on les appelle déjà, il y a des passeurs clandestins, mais il y a aussi à un moment donné la frontière s'effondre. Frontière, ça peut être une durée de vie assez considérable, mais ça finit par s'effondrer. Le limes romain s'est effondré. Donc, quelque part, pourquoi faire l'éloge des frontières, puisque les frontières ne sont par définition perméables et par définition, comment dire, à durée de vie limitée. Donc, il faut réfléchir sur autre chose. Qu'est-ce qui permet? La frontière, c'est la terre. Qu'est-ce qui permet aux gens, habitants sur cette terre? Aujourd'hui, on commence à penser aux autres êtres vivants qui partagent cette planète avec nous. Et quelque part, il n'y a plus seulement l'humain, il y a aussi les autres. Et les autres, évidemment, ils comptent. Ils comptent. Donc, fondamentalement, comment faire en sorte que les gens puissent circuler de façon libre? Le problème, c'est qu'il faut, bien sûr, il peut y avoir des perdants dans cette histoire. Il faut un peu niveler le niveau de vie, augmenter le niveau de vie des gens qui ont des conditions de vie assez difficiles, augmenter leur niveau de vie. Il y a des gens qui bougeront, il y a des gens qui ne bougeront pas. Bien entendu, la question n'est pas simple, puisque l'être humain, c'est pas que de l'économie, c'est aussi de la culture, c'est aussi tradition, donc il y a toujours des difficultés. On voit, par exemple, je sais pas, je pense à La Réunion, les gens qui sont à La Réunion, les Indiens, ils bâtissent des temples. Alors, je sais pas extraordinaire, c'est très foisonnant. Moi, je suis pas sensible à ça. Donc, quelque part, il peut y avoir comme ça. Il peut y avoir, malgré, dans le déplacement des gens, je ne sais pas comment se comportent les communautés, j'allais dire chinoises en Malaisie. Peut-être que comment s'appelle cet État qui s'est séparé de la Malaisie, Singapour, peut-être que c'est les Chinois de Malaisie qui y sont majoritaires. Et il y a des choses, mais il ne faut pas prendre les choses un peu sur le court terme ou le moyen terme. Il faut voir le long terme. Mais le long terme, personne de toute façon ne le maîtrise, personne n'en a, comment dire, la vision définitive. Ça, beaucoup d'éléments peuvent, énormément de choses peuvent très bien se produire. La moyenne durée, la longue durée, comment dire, il faut essayer d'avoir de bons rapports avec ses voisins, on ne sait jamais, de garder des contacts, on ne sait jamais, qui va être celui qui aura besoin, on ne sait jamais, celui qui ne pourra pas dire qu'il est celui qui aura besoin de l'autre. Un jour, les choses peuvent très bien s'inverser, je n'en sais rien, simplement pour y dire, tiens, l'Europe de l'Ouest devient inhabitable, et puis voilà, tous les Européens sont obligés de déménager, d'aller s'installer, je ne sais pas, en Afrique par exemple. Il va falloir cohabiter, bien que les Européens nous ont habitués toujours à se comporter, un peu à chercher à dominer. L'exemple de l'Afrique du Sud est parlant. On espère toujours qu'il ne se reproduira pas. Mais voilà, quelque part, il y a énormément de choses à dire. Donc voilà, j'ai un peu divagué. Bien sûr, la politique, c'est avoir une opinion, c'est avoir une position. Bien sûr, les positions sont faites pour bouger.
évidemment, parce qu'il y a un processus, parce qu'il y a une dynamique d'interpellation, une dynamique de questionnement, parce que les conditions d'émergence d'une position peuvent très bien varier, parce que les conditions donc économiques, etc. Quelqu'un qui était dans une classe peut très bien changer de classe et ainsi de suite. Et puis la politique, c'est voilà, donc c'est le mouvement, c'est l'adaptation, c'est aussi un peu la projection un peu vers l'avenir, vers l'avenir court ou lointain, peu importe, et c'est la volonté exprimée. Bien entendu, de faire en sorte que ces convictions l'emportent, mais que aussi il y a toujours une idée, une conviction que l'autre, l'adversaire, a aussi sa place, que l'adversaire a le droit d'exister et que on peut pas on peut pas évidemment chercher on cherche à le faire un peu bouger quand il s'agit d'un dominant, essayer de lui arracher, je ne sais pas, des éléments pour essayer de faire en sorte qu'il partage. Donc voilà, c'était juste ce concept des partageux. Les communistes, c'est le commun, c'est le partage, c'est mettre les choses en commun, simplement. Alors évidemment, il y avait des moyens de production, mais on pourrait dire mettre les choses en commun, tout pas seulement les moyens de production, mais aussi permettre. Le commun, c'est pour un peu une jouissance égale de ce qu'il y a, de ce qu'en fait finalement la chose possédée puisse profiter au maximum de gens. Après, voilà.